tout de même, partons de l'autre côté et parlons un peu de cette attaque qui, comme dit, est quand même excellente, je trouve, pour un aspect de rythme, de mouvement notamment qui est primordial, hein, qui est peut-être un peu inédit en NBA. Mais alors ma stat, moi, c'était 315,8. Est-ce que tu sais ce que c'est 315,8? 315,8. Oh, c'est énorme comme chiffre, je sais pas ce que c'est. Mais... C'est un nombre de passes par match, le nombre de passes par match que fait l'équipe des Pacers. Et en fait, c'est le premier de NBA. Voilà, tout simplement, le nombre de passes par match que font les équipes. Ils sont premiers de NBA. La deuxième équipe de NBA qui fait le plus de passes par match, hein, donc vraiment, passer le ballon d'un joueur à un autre, hein, une passe, un classique, vous le savez, pas passe décisive, hein, une passe tout court, pas une passe décisive. Deuxième de NBA, les Pelicans à 289. Premier, les Pacers à 315. Deuxième, les Pelicans à 289. Autrement dit, il y a le même écart entre le premier et le deuxième qu'entre le deuxième et le 12e de NBA. Donc, ils sont premiers, ok, mais ils sont même premiers avec un écart gigantesque. Par ailleurs, ils sont aussi premiers de NBA en termes d'assists par match, avec 29,9, donc quasiment 30 par match, premier de NBA. Le deuxième est à 24,9. C'est les Nuggets, qui sont aussi une équipe assez collective, hein, pour le coup. Mais donc, Pacers premier à 30, Denver deuxième à 25. Il y a le même écart entre le premier et le deuxième qu'entre le deuxième et le 15e. Donc c'est pas mal aussi en termes d'écart, en termes d'écart créé. Et puis alors le temps passé, le temps cumulé avec la balle entre les mains par match, ils sont finalement ils sont premiers de NBA aussi, en tout cas le plus petit total. Donc la balle bouge beaucoup, ça le montre aussi. Et puis même le temps moyen passé par touche de balle pour l'équipe, hein, collectivement, pas un joueur, mais pour l'équipe. Chaque joueur, en général, en moyenne, garde la balle 2,69 secondes. Bon, les chiffres, on s'en fiche un peu, mais sachez que c'est premier de NBA aussi. Donc c'est l'équipe qui fait le plus tourner la balle, en fait, hein, très, très mécaniquement, qui fait le plus tourner avec le temps moyen par touche de balle le plus petit de toute la NBA. Et là encore, il y a le même écart entre eux qui sont premiers et le reste de la NBA qui est deuxième, et entre le même écart qu'entre le deuxième et le 13e de NBA. Donc là encore, ils sont premiers avec un écart assez faramineux, et donc j'ai parlé du temps moyen en secondes par touche de balle, mais on peut parler aussi du nombre de dribbles par touche de balle, c'est pareil, ils sont premiers de NBA, et même écart entre premier et deuxième qu'entre deuxième et septième. Bref, après avoir un peu nuancé, comme dit, les chiffres à cause de la contre-attaque, mais pour insister tout de même sur cet aspect d'attaque en général, et notamment le demi-terrain, pourquoi est-ce que ça marche aussi bien, pourquoi est-ce que l'attaque, à mon avis, a quelques accents, mine de rien, un peu révolutionnaires, j'ai envie de dire, c'est qu'ils font un truc mieux que tout le monde en NBA, et un truc que personne ne fait, c'est le mouvement, c'est créer de l'espace, et c'est le rythme aussi. C'est cet alliage de, à la fois, parce que tu vois, on peut parler du spacing, mais c'est pas que le spacing, c'est le fait de jouer vite, rapidement dans l'espace, et donc c'est cet aspect de la balle qui bouge énormément, mais aussi les joueurs qui bougent énormément. Pour moi, il y a une notion de rythme qui vient largement compenser le talent pur et le manque de talent pur, justement. Mais en fait, quand tu arrives à placer des joueurs qui sont pas élites, mais juste bons, mais dans des espaces énormes et avec un rythme énorme, en fait, tu arrives, de par le système et de par cette façon de jouer, à leur libérer des tirs qui sont plus faciles, et que eux-mêmes, sur un jeu statique et posé, ils pourraient pas forcément se libérer eux-mêmes. Donc, je sais pas toi ce que tu penses de cette attaque, mais moi je trouve que mine de rien, il y a quelques aspects un peu révolutionnaires dans ce côté. C'est peut-être la première équipe à ce point miser sur le mouvement, en fait, pour créer du jeu. Oui, et alors tu l'as dit, c'est ce que j'allais dire quand tu m'as donné cette stat, ça m'a tout de suite fait penser à ça. C'est qu'en fait, en dehors d'Haliburton, ils ont pas de joueurs élite dans la création de leur tir. Alors il y a Siakam Ouais. qui est arrivé après, un peu dans qui peut un peu avoir ce côté-là. Et encore, même quand Siakam il est arrivé aux Pacers, finalement, il est devenu plus un finisseur qu'un créateur de points. Du moins, la plupart de ses points provenaient d'une passe, contrairement à lorsqu'il était aux Raptors, où il avait un peu plus de création, bon, aussi parce qu'il n'avait pas un Haliburton à côté de lui, fatalement. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont pouvoir s'inspirer de ce qu'ont fait les Pacers, notamment des équipes qui justement vont pas avoir de forts créateurs, et comme tu l'as dit, en fait, pas assez de talent pour que un joueur puisse créer lui-même à lui tout seul en fait de l'attaque, et que du coup pour compenser ce manque de talent, tu le compenses par de la polyvalence de tous tes joueurs, et faire du mouvement pour oui, comme tu l'as dit, que des joueurs, on va dire plus, je vais pas dire des joueurs moyens, mais des joueurs bons mais qui sont pas élites, deviennent plus efficaces grâce à des tirs générés qui sont beaucoup plus simples en fait. Ouais. Non, mais c'est aussi pour ça que, tu vois, tu parlais du fait qu'ils sont élites pour aller au panier, hein, c'est ça, 3e en termes de fréquence de tir au C'est panier. ça. Ouais. Bon,
bah ça, tu le fais pas de par. Enfin, en tout cas, c'est pas proportionnel au niveau de talent pur. Mais par contre, c'est vrai que ça fait un moment qu'on le dit, mais peut-être que le dernier, enfin peut-être pas la dernière, la prochaine révolution en tout cas, elle passera par le mouvement, je pense, et par le fait que il y a de plus en plus d'espace. Au début, on n'avait pas ni mouvement ni espace. Ensuite, l'espace est arrivé. On s'est mis à shooter à 3 points. Il y a de plus en plus d'espace. Et maintenant, peut-être que la marge d'après, pour voilà, le côté compétitif, aller essayer de gratter de la valeur et faire des trucs que les autres ne font pas, avoir un avantage compétitif, c'est peut-être sur, ok, maintenant il y a de l'espace, on va essayer de jouer plus rapidement et de faire plus de mouvements que les autres. Et pour moi, c'est un peu ça. Pour moi, les Pacers sont un peu la première équipe qui vont à ce point là-dedans. Alors, peut-être aussi par construction d'équipe et parce que c'est un choix et parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Tu vois, ils ont pas la défense. Donc, quitte à être mauvais en défense, autant faire un all-in offensif. Mais en tout cas, de facto, je trouve que c'est peut-être une des premières de l'histoire à aller à ce point, à pousser à ce point le curseur du mouvement en tant que objet, en tant que, comment dire, en tant que élément collectif de création. En fait, parce que c'est pas un côté, tu sais, faire des systèmes. Allez, on va faire le horn, on va faire le elevator, on va faire des systèmes un peu gadget pour libérer un tir. Ça non, ça les défenses aujourd'hui, défenses très dynamiques, très polyvalentes, elles peuvent des systèmes gadgets, elles peuvent les défendre. Par contre, faire un rythme hyper élevé, jouer en transition encore et encore, accélérer le rythme même quand tu prends un panier, et puis même sur demi-terrain, faire du mouvement, lâcher la balle très vite, faire plein de passes, etc. Pour moi, ce mouvement fait que tu arrives un peu à sur-optimiser, on peut dire, des joueurs qui n'ont pas un talent pur de fou, mais juste parce que dans cet espace, quand tu les mets en mouvement, ouais, t'arrives à libérer plein de tirs au panier pour des Nembhard, pour des Ben Shepard, pour des McConnell, pour des joueurs bons, mais pas géniaux, quoi. Et en ce sens, je trouve que c'est une des premières qui pousse le bouchon à ce point loin, parce que t'en as d'autres, hein. Tu vois, t'avais des Denver, mais Denver, il y a plus un côté, pour moi, plaque tournante autour de un talent générationnel, clairement. Et tu regardes les Pacers, c'est pas tant que ça. C'est pas autour de un mec, quoi. C'est pas tout le monde autour de LeBron James ou de James Harden. C'est pas tout le monde autour de Jokic. Et il y a pas ça. C'est pas tant ça. C'est vraiment un système global de mouvement pour mettre à mal des défenses qui sont de plus en plus dynamiques, mais mécaniquement elles peuvent pas gérer non plus tout un terrain ou faire autant de mouvements, quoi. Donc je pense qu'on est possiblement sur un début de révolution, je ne sais pas, mais peut-être une équipe marquante sur la prochaine vague de ça se trouve, dans 10 ans, on va se retrouver et tout le monde jouera comme ça, tout le monde jouera très vite parce que c'est comme ça que tu as la meilleure optimisation possible. Parce que t'imagines qu'avec leur niveau de talent pur, ils ont réussi à être la deuxième meilleure attaque de NBA. Imagine si tu fais ça avec, avec l'effectif des Suns, avec des superstars de Boston, etc., quoi. Ouais, mais justement, je pense que c'est aussi parce qu'ils ont cet effectif-là qui font ça. C'est vrai. Tu vois, tu disais, on imagine ça avec l'effectif des Suns ou des Celtics, mais si tu as l'effectif des Suns, c'est-à-dire que tu as un KD, tu as Booker, tu vas peut-être pas mettre en place ce jeu-là parce que tu as des stars qui sont capables de créer de l'attaque de par eux-mêmes, en fait, tout seuls, sans avoir énormément de mouvements autour. Alors après, est-ce que c'est aussi efficace? Visiblement, non. Mais C'est ça, ouais. T'en as pas besoin, mais à quel point est-ce que si tu mets Kevin Durant là-dedans, à quel point en fait il serait pas encore meilleur en fait? Oui, après, à quel point il l'accepterait? C'est ça aussi, exactement. Après, c'est un autre débat, mais à quel point la star qui est une superstar va accepter d'être, entre guillemets, un pion parmi tant d'autres Est-ce qu'il n'y a pas un côté, tu disais, c'est la première fois un peu de l'histoire que tu vois vraiment ce truc me pousser au max. Est-ce qu'il n'y a pas un côté Spurs un peu, ou peut-être qu'on a une image un peu biaisée, mais tu sais, le côté Spurs des années Tony Parker, etc., deuxième partie. Spurs, c'était beaucoup le côté, je trouve, hein, alors c'était ça, mais c'était aussi beaucoup des joueurs hyper intelligents qui en fait étaient toujours dans l'adaptation en mouvement, le dribble, l'extra passe. Pour moi, c'était plutôt ça, mais je comprends l'analogie et j'ai envie de dire, c'est les Spurs, mais survitaminés avec le spacing de 10 ans plus tard, quoi. Et Oui. mais je rejoins tout. Oui, à mon avis, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Et tu dis que c'est pas le même débat par rapport à la mentalité des superstars. Je suis pas sûr que ce soit pas le même débat, parce que justement, tu sais, pour les révolutions, il y a toujours une barrière mentale à casser. Et tu te mets il y a 10-15 ans, tout le monde voulait pas shooter à 3 points non plus, quoi. Et pourtant aujourd'hui, c'est devenu automatique, quoi. Donc je te rejoins là-dessus et je suis pas sûr que ce soit un débat différent. Je pense que c'est totalement la même chose et que en fait le jour, je pense, hein, mais le jour où on aura une équipe avec un niveau de talent pur de superstar, mais des stars qui accepteront de jouer comme les Pacers, c'est possible qu'on ait un truc de fou en fait. C'est ça, la barrière, pour moi, la barrière de ça va être à quel point une star va accepter d'être
entre guillemets un role player et la star c'est l'équipe en fait. Exactement. Ouais. Alors c'est un peu ce qu'a été Curry et ce qu'est Jack Curry. Exactement. Ouais. Mais qui a jamais vraiment été suivi, quoi. Il y a un Curry 2.0, il n'y en a pas eu encore. Mais encore, tu vois, Curry, c'est un aspect de ça marche aussi parce qu'il y a un shoot à ce point fabuleux, mine de rien. Et là, là, il n'y a pas besoin d'avoir une qualité géniale, quoi. C'est juste que, est-ce que James Harden, est-ce que Devin Booker, James Harden, il est un peu free maintenant, mais est-ce qu'un Kawhi Leonard, lui aussi il est free, mais bref, t'as compris, est-ce que des superstars qui sont établis, qui ont leur style de jeu, est-ce que elles veulent vraiment se mettre à bouger et à lâcher la balle et à pas avoir leur isolation, à pas avoir leur pick and roll, à pas ralentir le jeu comme elles aiment le faire? Ça, c'est vrai que c'est une vraie barrière mentale, mais comme dit, les révolutions passent aussi par des barrières mentales un peu à faire tomber, quoi. Et franchement, moi, le jour où tu as une équipe de talent pur qui joue comme ça, je pense que ça peut être un truc génial. Mais voilà, pour l'instant, comme tu dis aussi, il y a peut-être un côté où c'est pas que de l'idéologie, c'est aussi, on n'a pas de talent pur, donc essayons de compenser d'une manière ou d'une autre. Donc il y a ça aussi, quoi. C'est ça que tu dis. Je suis peut-être pas objectif, mais il y a peut-être Tatum a peut-être un peu ce côté-là. Toute proportion gardée, hein, mais ce côté, on l'a vu cette saison, hein, ce côté accepter de pas être la star qui a tous les ballons à chaque attaque. Mais oui, en tout cas, et c'est pour ça que je disais, je pense que beaucoup d'équipes, notamment jeunes, pourraient calquer un peu ce format-là en se disant, bon, on a 2-3 go-to guys, mais on n'a pas vraiment la superstar. Je sais pas, je peux penser au Magic, par exemple. On a le droit de dire ça. J'ai pas le droit de dire ça. Mais voilà, des équipes qui n'ont pas le joueur où tu dis, ok, je veux que tous les ballons passent par lui et qu'il fasse que du pick and roll à la Luka Doncic ou ce genre de choses-là. Ouais. On n'a pas ce joueur-là et du coup, on va mettre en place beaucoup de mouvements pour compenser en fait le manque de talent pur, on va dire. Tu vois, il y a 20 ans, on avait Mike D'Antoni et les Suns qui commencent à faire le 7 seconds or less. Donc, alors, allez lire le livre traduit par Lucas d'ailleurs, les Suns à la vitesse de la lumière si vous voulez. Mais c'était, on remonte la balle, on prend un 3 points direct. Il y a 20 ans, c'était, mais non, mais pourquoi vous faites ça? C'est nul. 20 ans plus tard, prendre des 3 points en transition, c'est la norme en fait. Parce que c'est un 3 points ouvert, c'est un tir ouvert. Donc dès que t'as un tir ouvert dans la position, même si c'est au bout de 3 secondes, tu le prends, quoi. Donc ouais, il y a un côté évolution du jeu qui passe aussi par ça. Et peut-être Boston, il y a un côté spacing, il y a peut-être pas autant de mouvements, mais il y a un côté spacing, mais ouais, j'ai hâte de voir en tout cas. J'ai hâte de voir. Et d'ailleurs, autre stat un peu marrante pour finir sur l'attaque. Toi aussi, tu peux en dire si t'en as d'ailleurs, mais j'avais noté au niveau des four factors, je sais pas si tu les avais un peu les stats de four factors des Pacers en attaque. Donc qu'est-ce que c'est? C'est les 4 facteurs stats qui définissent soit une attaque, soit une défense. Mais tu regardes leurs 4 facteurs, donc les 4 c'est adresse, rebond, turnover et lancer franc. Et donc en fait, ils sont pas si bons que ça sur les facteurs, sur les différents facteurs. Notamment au niveau des lancers francs, ils sont que 24e sur 30. C'est pas top, 24e sur 30. Au niveau du rebond offensif, pas tant que ça, ils sont dans la moyenne, 15e sur 30. Et pourtant, ils sont élites en attaque. Alors qu'ils ont quand même des facteurs, certains domaines du jeu où ils vont pas gratter plein de valeurs, lancer franc, rebond offensif. Mais parce que on parle souvent des four factors, mais quel est le plus important, celui qui qui en fait a le pouvoir sur les autres, c'est l'adresse en fait, c'est l'IFG, donc c'est l'adresse, et donc là-dessus ils sont élites, et donc c'est pour ça qu'ils ont une attaque d'élite, même s'ils vont pas chercher de lancer franc, même s'ils vont pas chercher beaucoup de rebonds offensifs, le fait est qu'ils mettent beaucoup leur panier de par ce mouvement, de par ce rythme, donc voilà, on a quand même pas mal parlé de cette attaque assez géniale qui en effet est révolutionnaire. En effet, de l'autre côté aussi, c'est parce que si ça se trouve, si Rick Carlisle il avait eu Devin Booker et Kevin Durant, il n'aurait pas joué comme ça non plus. Donc c'est peut-être aussi un côté aller chercher eux de la valeur où on peut. Mais voilà, je assure, parce que tu sais, toi, tu es aussi fan de NCAA, vu que tu fais la draft et tout ça. Moi, ça me fait aussi penser un peu à UConn, tu sais, avec Hurley. Non, c'est Dan Hurley, non, c'est ça le nom. Mais qui, lui, il est arrivé, il met son système où tout le monde bouge tout le temps, et ça marche du feu de Dieu, quoi. C'est une des meilleures attaques, si ce n'est la meilleure attaque de NCAA, non? Oui, c'est, puis en plus, alors on va le voir avec les prospects qui sont arrivés en NCAA, enfin en NBA, pardon, et qui viennent de UConn. Mais c'est une équipe justement avec beaucoup de mouvements, et c'est vrai qu'on peut potentiellement faire une analogie Pacers-UConn. On peut dire que UConn c'est un peu les Pacers de la NCAA, oui, on peut le voir comme ça. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.